Tu n'auras rien, papa, me lança ma fille d'un air suffisant, prête à hériter de la fortune de 185 millions d'euros de sa mère. J'ai attendu en silence que l'avocate lise la page suivante. Son visage est devenu blanc. Le bruit de la pluie contre la fenêtre de mon appartement était devenu ma méditation. Depuis 12 ans, c'était la seule constante dans ma vie, un rythme régulier qui n'exigeait rien de moi, ne me jugeait pas, n'attendait rien de moi. J'étais assis à mon petit bureau dans le coin de mon 2 pièces dans l'est de Vancouver, la lueur de l'écran de mon ordinateur portable se reflétant sur mes lunettes de lecture. Vendredi après-midi signifiait que j'avais 3 déclarations de revenus à terminer avant le week-end. Madame Chen de la laverie en bas. Les Patel qui tenaient l'épicerie du coin. Le jeune Marcus, le chauffeur Uber qui finançait ses études à l'UBC. De petits comptes. Un travail simple. Un travail honnête. Mes mains se déplaçaient sur le clavier avec la même précision qu'elles utilisaient autrefois pour gérer des portefeuilles de plusieurs milliards d'euros. La mémoire musculaire n'oublie pas, même quand tout le reste le fait. L'appartement était silencieux, à l'exception de la pluie et du craquement occasionnel du vieux radiateur. Pas de télévision, pas de musique. J'avais appris à apprécier le silence au fil des ans. Il était honnête. Au moins, il ne prétendait pas être ce qu'il n'était pas. Mon téléphone vibra sur le bureau. Un numéro inconnu de Toronto. J'ai failli ne pas répondre. Je recevais assez d'appels indésirables, mais quelque chose m'a poussé à le prendre. Est-ce que je parle à Thomas Brennan? La voix d'une femme, professionnelle, au ton sec. Monsieur Brennan, ici Patricia Hulbrook du cabinet Ashford & Associates. Je vous appelle concernant la succession de Margaret Brennan. Ma main s'arrêta de bouger sur le clavier. Margaret? Je n'avais pas entendu ce nom prononcé à voix haute depuis des années. Je ne m'étais pas autorisé à y penser. Je vois, parvins-je à dire. J'ai le regret de vous informer que Madame Brennan est décédée mardi. Les funérailles auront lieu demain à 14 h au cimetière Mount Pleasant à Toronto. Après la cérémonie, il y aura une lecture du testament dans nos bureaux à 16 h. Votre présence est requise. Les mots semblaient venir de très loin. Margaret était morte. La femme que j'avais aimée plus que ma propre vie. La femme pour qui j'avais détruit ma carrière. La femme qui ne m'avait plus jamais adressé la parole. Monsieur Brennan, êtes-vous toujours là? Oui, je suis là. Serez-vous en mesure d'y assister? Chaque instinct me disait de refuser. Qu'est-ce que je faisais aux funérailles de Margaret? J'étais l'ex-mari déshonoré, le criminel qui avait volé sa propre entreprise. J'avais vu les articles à l'époque, le directeur financier Thomas Brennan accusé de détournement de fonds. Ils avaient utilisé ma pire photo, celle où j'avais l'air coupable, même si je ne l'étais pas. Mais quelque chose en moi, un reste têtu de ce que j'avais été, me chuchota que je devais y aller, que je devais au moins cela à Margaret. Je serai là, m'entendis-je dire. Après avoir raccroché, je restai assis, immobile, à regarder la pluie couler en ruisseaux irréguliers sur la vitre. Toronto. Je n'y étais pas retourné depuis 12 ans. Je n'avais pas vu Victoria, ma fille, depuis presque aussi longtemps. La dernière fois, c'était dans une salle d'audience, son visage blanc de honte alors que le juge lisait ma sentence. Elle avait 28 ans à l'époque, commençant tout juste à se faire un nom dans le monde de la tech. Maintenant, elle en aurait 40, une étrangère. Je fermai mon ordinateur portable et me dirigeai vers le petit placard où je gardais mon seul bon costume. Bleu marine, légèrement démodé, mais bien entretenu. Je l'avais porté à des entretiens d'embauche qui n'avaient jamais abouti, à des réunions avec des agents de probation, au petit cabinet comptable où j'avais finalement trouvé du travail à faire des déclarations de revenus pour des gens qui payaient en espèces et ne posaient pas de questions sur mon passé. Je tins le costume, vérifiant s'il n'y avait ni mythe ni tache. Il ferait l'affaire. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je n'arrêtais pas de penser à la dernière fois que j'avais vu Margaret. C'était dans sa chambre d'hôpital, 3 mois après ma condamnation. Elle se remettait de la crise cardiaque induite par le stress qui avait failli la tuer. Victoria était là aussi, montant la garde comme une sentinelle. « Tu dois partir », avait dit Victoria, sa voix froide. « Tu as fait assez de dégâts. » Margaret avait détourné le visage. Elle ne voulait pas me regarder. Ce silence m'avait fait plus mal que n'importe quel mot. J'étais parti. J'avais pris un bus pour Vancouver, aussi loin de Toronto que possible tout en restant au Canada.
J'avais recommencé à zéro, sans réputation, sans relation, sans référence, juste un homme de 60 ans avec un casier judiciaire essayant de se souvenir comment redevenir humain. Le lendemain matin, j'ai pris le premier vol pour Toronto. 6 heures à regarder les nuages et à essayer de ne pas penser. La femme à côté de moi a tenté d'engager la conversation, quelque chose à propos de la visite de ses petits-enfants, mais je devais dégager une aura d'indisponibilité car elle a finalement arrêté d'essayer. Toronto avait l'air différente, plus grande, plus brillante, avec plus de tours encombrant l'horizon. Le chauffeur de taxi qui m'a pris à Pearson a bavardé sur les Raptors et le marché immobilier. J'acquiesçais au bon moment mais n'écoutais pas vraiment. J'avais réservé une chambre dans un petit hôtel près du cimetière. Rien d'extraordinaire, juste un endroit pour me changer et me ressaisir avant les funérailles. À 13h30, j'ai enfilé mon costume bleu marine, noué ma cravate avec des mains qui ne tremblaient que légèrement, et pris un autre taxi pour le cimetière Mount Pleasant. La pluie m'avait suivi depuis Vancouver, une fine brume qui rendait tout gris et indistinct. Il y avait plus de voitures que je ne l'avais prévu. Margaret avait fait de Brennan Technologies, une petite start-up de logiciels, l'une des entreprises technologiques les plus prospères du Canada. Bien sûr, les gens viendraient. Membres du conseil d'administration, employés, partenaires commerciaux, probablement des politiciens. Je suis resté à l'arrière, derrière un grand chêne, observant de loin. Je pouvais voir la foule rassemblée sous un auvent vert. Victoria se tenait à l'avant, les cheveux plus courts que dans mon souvenir, portant une robe noire et des talons qui lui donnaient l'allure de la PDG qu'elle était devenue. Elle était flanquée de 2 hommes en costume coûteux, probablement des cadres de l'entreprise. Le service fut bref. Un pasteur a prononcé des mots sur l'héritage et la contribution. Quelqu'un de l'entreprise a parlé de la vision et du leadership de Margaret. Victoria est restée parfaitement immobile pendant tout ce temps. Son visage était composé, professionnel. Ma fille avait bien appris à porter des masques. Je ne me suis pas approché, je ne me suis pas laissé voir. Quand le service s'est terminé et que les gens ont commencé à retourner à leur voiture, j'ai marché dans la direction opposée, les mains dans les poches, le col relevé contre la brume. Les bureaux d'avocats d'Ashford & Associates occupaient les 3 derniers étages d'une tour de verre dans le quartier financier. Je suis arrivé en avance, une habitude de mon ancienne vie, et j'ai attendu dans le hall, regardant des gens bien habillés passer à la hâte avec des mallettes et des téléphones collés à l'oreille. À 15h50, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 28e étage. La réceptionniste a levé les yeux quand je me suis approché. Non, s'il vous plaît. Thomas Brandon. Quelque chose vacilla dans son expression. Reconnaissance, dégoût. Elle se reprit rapidement. Salle de conférence C. Au fond du couloir, 3e porte à droite. La salle de conférence était toute en verre et en chrome avec une vue qui s'étendait sur le centre-ville de Toronto jusqu'au lac. Une longue table en acajou dominait le centre, entourée de chaises en cuir. Plusieurs personnes étaient déjà assises, des visages que je reconnaissais à moitié du monde des affaires de Margaret. Ils se turent quand j'entrai. Je pris une chaise près de la porte, loin du groupe principal. La chaise était inconfortable. Ou peut-être que c'était juste moi. Je croisai les mains sur la table et attendis. Victoria arriva exactement à 16 heures. Elle se déplaçait avec la même démarche déterminée que Margaret avait autrefois, tout en affaires, tout en contrôle. Elle se dirigea directement vers le bout de la table, le siège qui avait probablement été celui de sa mère lors des réunions du conseil, et s'assit sans regarder autour d'elle. Puis elle me vit. Pendant un instant, son sang-froid se fissura, ses yeux s'écarquillèrent légèrement et la couleur quitta son visage. Puis le masque revint, plus dur qu'avant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix traversa la pièce, assez tranchante pour couper. « J'ai été invité, dis-je doucement. Par Madame Ulbrook. C'est une affaire de famille. Tu as renoncé à ce droit quand tu as volé l'entreprise de maman. » Plusieurs personnes bougèrent, mal à l'aise. Je gardai mes mains stables sur la table, ma voix calme. « Je suis ici parce qu'on m'a demandé d'être ici. » La mâchoire de Victoria se crispa, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Patricia Ulbrook entra. Elle était plus jeune qu'elle n'en avait l'air au téléphone, peut-être au milieu de la quarantaine, avec des cheveux grisonnants tirés en chignon et des lunettes perchées sur son nez. Elle portait une mallette en cuir et se déplaçait avec une autorité tranquille. « Bonjour à tous. Merci d'être venus. Je suis Patricia Ulbrook, associée principale chez Ashford & Associates,
et j'ai eu l'honneur d'être l'avocate de la succession de Madame Brennan au cours des 15 dernières années. Elle prit place à la table, se positionnant entre Victoria et moi. Je sais que c'est un moment difficile, alors j'essaierai d'être aussi efficace que possible. Elle ouvrit sa mallette et en sortit un document épais relié dans une couverture bleu foncé. Le dernier testament de Margaret Elizabeth Brennan, exécuté le 15 mars 2024. Victoria se pencha en arrière dans sa chaise, son expression se figeant entre la satisfaction et le droit. Je reconnus ce regard. C'était le même qu'elle avait porté lorsqu'elle avait gagné son premier procès en tant qu'avocate d'affaires, avant de passer à la direction. De la fierté mêlée à la certitude que le monde s'arrangerait comme il le devait. Avant de commencer avec les legs spécifiques, continua Madame Ulbrook, je veux lire la déclaration d'ouverture de Madame Brennan. Elle a beaucoup insisté pour que cela soit lu à haute voix dans son intégralité avant toute autre chose. Elle ajusta ses lunettes et commença à lire d'une voix claire et professionnelle. À ceux qui sont réunis ici, si vous entendez ceci, c'est que je suis parti, et il est temps que certaines vérités soient dites. J'ai vécu ma vie avec de nombreux regrets, mais peut-être aucun plus grand que mon silence. J'ai bâti une entreprise, créé des emplois, gagné de l'argent. Ces choses semblaient importantes à l'époque, mais j'ai aussi détruit la vie d'un homme bon pour protéger mon entreprise, et j'ai laissé ma fille grandir en croyant à des mensonges parce que la vérité était gênante. Ce testament est ma tentative, aussi inadéquate soit-elle, de rétablir enfin la vérité. La pièce était devenue très silencieuse. L'expression de Victoria était passée de confiante à confuse. Madame Ulbrook continua de lire, Thomas Brennan n'a pas détourné d'argent de Brennan Technologies. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai fait. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Quelqu'un haleta. Le visage de Victoria était devenu blanc. En 2012, lut Madame Ulbrook, notre entreprise était au bord de l'effondrement. Nous nous étions trop engagés sur 3 grands projets, et notre trésorerie était critique. J'ai pris la décision de réaffecter temporairement des fonds de nos comptes de retraite, me disais-je, pour nous maintenir à flot. C'était illégal. C'était mal. Et c'était entièrement de ma faute. Thomas a découvert ce que j'avais fait lors d'un audit de routine. Il m'a confronté, a menacé d'aller voir les autorités. Je l'ai supplié de ne pas le faire, non pas pour moi, mais pour Victoria. Elle venait de rejoindre l'entreprise. Tout scandale aurait détruit sa carrière avant même qu'elle ne commence. Thomas aimait sa fille plus que tout, alors il m'a fait une offre. Il assumerait la responsabilité des fonds manquants. Il prétendrait qu'il avait détourné de l'argent pour son usage personnel. En échange, j'assurerais l'avenir de Victoria dans l'entreprise, la formerais pour qu'elle prenne éventuellement la relève, la protégerais des retombées. J'ai accepté. Je l'ai laissé se sacrifier, sa réputation, sa vie entière. Je me suis dit que c'était pour Victoria, pour l'entreprise, pour les centaines d'employés qui dépendaient de nous. Mais en réalité, c'était de la lâcheté. Thomas est allé en prison pour des crimes que j'ai commis. Il a perdu sa licence, sa carrière, sa famille, et je n'ai rien dit. J'ai bâti mon empire sur son silence. Madame Ulbrook fit une pause, prit une gorgée d'eau du verre à son coude. Victoria était assise, figée, ses mains agrippant le bord de la table si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Les autres personnes dans la pièce ne me regardaient plus. Ils la regardaient. Je ne cherche pas l'absolution, continua de lire Madame Ulbrook. Il n'y en a aucune pour ce que j'ai fait, mais la vérité mérite d'être connue. Thomas Brennan est innocent des accusations portées contre lui. Il est innocent de tout, sauf d'avoir trop aimé sa fille. Ce testament est ma confession et ma pénitence. Madame Ulbrook posa la première page et prit la suivante. Maintenant, pour les legs spécifiques. À mon équipe de direction de Brennan Technologies, David Chen, Suzanne Martinez et Robert Lou, je laisse une prime collective de 5 millions d'euros à diviser également en reconnaissance de vos années de service et de loyauté. Elle continua la liste. Des dons généreux à des œuvres de charité, des fonds de bourse au nom des parents de Margaret, le pantouse de l'entreprise à David Chen, qui avait apparemment été le bras droit de Margaret pendant des années. Ensuite, à ma fille, Victoria Elizabeth Brennan. Victoria se redressa légèrement, les yeux fixés sur le visage de Madame Ulbrook. Victoria, tu es ma plus grande réussite et mon plus grand échec. Je t'ai donné toutes les opportunités, tous les avantages, toutes les chances de réussir. Mais je t'ai aussi appris à valoriser le succès plus que l'intégrité, les apparences plus que la vérité.
J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner pour ça. Je te laisse la somme de 25 €, 1 euro pour chaque année où tu as travaillé chez Brennan Technologies, avec le message suivant, l'argent que tu n'as pas gagné corrompt. Le leadership que tu n'as pas appris détruit. Recommence, comme ton père l'a fait un jour, et peut-être deviendras-tu la personne que tu étais censé être. Le silence qui suivit fut absolu. Le visage de Victoria était passé par plusieurs nuances de blanc pour atteindre quelque chose approchant le gris. Sa bouche s'ouvrit, se referma, s'ouvrit à nouveau. Aucun mot ne sortit. Le reste de ma succession. Lut Madame Holbrook, sa voix stable et claire, y compris toutes les actions de Brennan Technologies, toutes les propriétés, tous les comptes d'investissement, tous les droits de propriété intellectuelle, et tous les autres actifs totalisant environ 185 millions, je le laisse à mon ancien mari, Thomas Brennan, le seul homme vraiment honnête que j'ai jamais connu. La pièce éclata, pas bruyamment. Nous étions Canadiens après tout, et même le choc était poli, mais éclata néanmoins. Des murmures, des exclamations, le raclement des chaises alors que les gens se tournaient pour me regarder. Je restai très immobile, mes mains toujours jointes sur la table, et ne ressentis rien. Ou peut-être que je ressentais trop de choses, et que tout s'annulait en un engourdissement. Il y a plus, dit Madame Holbrook, élevant légèrement la voix. La pièce se calma à nouveau. Madame Brennan a laissé des instructions spécifiques. Monsieur Brennan, ceci vous est adressé directement. Elle sortit une plus petite enveloppe de sa mallette, de couleur crème et scellée à la cire. Elle la fit glisser sur la table vers moi. Mon nom était écrit sur le devant de la main distinctive de Margaret, tout en angle précis et ligne forte. Elle a demandé que vous lisiez ceci en privé, dit Madame Holbrook, mais le reste concerne la gestion de la succession, que je devrais expliquer maintenant. Elle continua à parler de fiducie, d'implications fiscales et de procédures de transfert, mais je n'écoutais plus. Je fixais l'enveloppe, l'écriture de Margaret, le fantôme de sa main se déplaçant sur le papier. Quand avait-elle écrit cela? Combien de temps avait-elle porté ces mots en elle, attendant le bon moment pour les prononcer? Victoria se leva brusquement, sa chaise crissant contre le sol. C'est de la folie. Elle n'était pas dans son bon état d'esprit. Je vais contester ça. Je vais? Madame Brennan a été minutieusement évaluée par 3 médecins différents dans les mois précédant sa mort, dit calmement Madame Holbrook. Tous ont certifié qu'elle était saine d'esprit et de corps lorsqu'elle a exécuté ce testament. Elle avait anticipé les contestations et pris les précautions appropriées. Le testament est inattaquable. Il nous a volés. La voix de Victoria s'était élevée, avait perdu son vernis professionnel. Elle me montra du doigt, sa main tremblante. Il l'a admis. Il est allé en prison. Il a plaidé coupable pour vous protéger, dit doucement Madame Holbrook, comme votre mère vient de l'expliquer. Non. Victoria secoua la tête, ses cheveux se détachant de son chignon soigné. Non, ce n'est pas. Il n'aurait pas. Elle me regarda alors, me regarda vraiment pour la première fois depuis que j'étais entré dans la pièce. Je la vis observer mon costume démodé, mes chaussures usées, mon visage ridé et mes cheveux gris. Je la vis essayer de réconcilier cette image avec ce qu'elle avait construit dans son esprit au fil des ans. Le père criminel, le traître, l'homme égoïste qui a tout détruit pour de l'argent. L'as-tu fait, demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. As-tu vraiment porté le chapeau pour elle? Je croisai son regard, les yeux de Margaret, le même brun profond, et hochai la tête une fois. Oui. Mais pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Parce que tu étais ma fille, dis-je simplement. Et je t'aimais. Le passé flottait entre nous comme une accusation. Parce que je l'avais aimé. Le passé. La fille que j'avais poussée sur les balançoires, aidée avec ses devoirs et à qui j'avais appris à faire du vélo. Mais cette fille était partie. Cette femme qui se tenait devant moi, tremblant de rage et de confusion, était une étrangère. Le visage de Victoria se décomposa. Pendant un instant, je vis la jeune fille qu'elle avait été, incertaine, vulnérable, effrayée. Puis elle se retourna et sortit de la salle de conférence, ses talons claquant rapidement sur le sol en marbre. La porte se referma derrière elle avec un léger clic. Les autres cadres commencèrent à rassembler leurs affaires, murmurant des excuses et des condoléances. En quelques minutes, la pièce s'était vidée. Sauf Madame Holbrook et moi. C'était plus dramatique que la plupart des lectures de testament, dit-elle, s'autorisant un petit sourire,
bien que peut-être pas plus dramatique que ce que Madame Brennan avait prévu. Elle a toujours eu le sens du timing, dis-je. Madame Ulbrook commença à ranger ses papiers. J'aurai besoin que vous passiez au bureau la semaine prochaine pour signer quelques documents. Il y a pas mal de paperasse pour transférer une telle fortune. J'imagine bien. Elle fit une pause, me regarda attentivement. Vous n'avez l'air ni surpris ni heureux. La plupart des gens dans votre situation seraient en train de célébrer. La plupart des gens dans ma situation ne seraient pas dans cette situation, dis-je. Elle sourit à nouveau, cette fois plus chaleureusement. Madame Brennan a dit que vous réagiriez de cette façon. Elle a dit que vous voudriez probablement en donner la majeure partie. Elle me connaissait bien. Elle vous aimait, vous savez, même après tout. Peut-être surtout après tout. Madame Ulbrook ferma sa mallette. Je vous laisse lire sa lettre en privé. Prenez votre temps. La salle est réservée pour une autre heure. Après son départ, je suis resté seul dans la pièce de verre et de chrome, à regarder le soleil se coucher sur Toronto. La ville que j'avais autrefois appelée ma maison. La ville où j'avais eu une carrière, une famille, une vie, tout cela disparu maintenant, dispersé comme des cendres au vent. J'ai pris l'enveloppe, senti son poids dans mes mains. Une partie de moi ne voulait pas l'ouvrir. Ne voulait pas entendre à nouveau la voix de Margaret, même à travers des mots écrits. Ne voulait rien ressentir du tout. Mais j'ai quand même brisé le sceau. La lettre était écrite de la même écriture précise que l'enveloppe, datée de 3 mois avant sa mort. Cher Thomas, si tu lis ceci, c'est que je suis enfin libéré de la lâcheté qui a défini ma vie. J'aimerais pouvoir dire que cela m'apporte du réconfort, mais les morts n'ont pas de réconfort, seulement le silence. Cette lettre n'est pas une excuse. Les mots ne peuvent défaire ce que je t'ai fait. Considère-la plutôt comme une confession, un témoignage, un compte rendu final. Je veux que tu saches que j'ai découvert que j'allais mourir il y a 14 mois. Cancer du pancréas, stade 4. Les médecins m'ont donné 6 mois. J'ai tenu 14 mois par pure obstination et grâce aux meilleurs soins médicaux que l'argent puisse acheter. Mais même l'argent a ses limites. Et je suis arrivé aux miennes. Quand j'ai reçu le diagnostic, ma première pensée a été le soulagement. Pas pour moi, mourir est terrifiant, Thomas. Peu importe combien tu as vécu. Mais le soulagement qu'enfin j'aurai une excuse pour dire la vérité. Qu'était l'entreprise comparée à la mort? Qu'était la réputation comparée à affronter ce qui vient après avec une conscience tranquille? Mais même alors, j'ai hésité. Je me suis dit que je devais arranger les choses correctement, que je devais m'assurer que Victoria serait protégée, que je devais structurer la succession de l'entreprise. Des mensonges, tous autant qu'ils étaient. La vérité est que j'étais toujours une lâche, même face à la mort. C'est Victoria elle-même qui m'a finalement poussé à agir. Il y a 3 mois, elle est venue me voir avec des plans pour développer l'entreprise dans le développement de l'IA. Elle était si excitée, si fière. Elle m'a montré son plan d'affaires, ses projections, sa stratégie. C'était un travail brillant. Elle a toujours été brillante. Mais il manquait quelque chose. Un noyau d'intégrité qui aurait dû être là. Et si la technologie est mal utilisée, lui ai-je demandé. Et si elle nuit aux gens? Ce n'est pas notre problème, a-t-elle dit. Nous ne sommes pas responsables de la façon dont les gens utilisent nos produits. Et j'ai réalisé que c'est moi qui lui avais appris ça. Je lui avais appris que le succès justifie n'importe quel coût, que les affaires sont amorales, que tu fais ce que tu dois faire pour gagner. Je lui avais appris ces choses par l'exemple, en gardant le silence sur ce que j'avais fait, en te laissant porter le blâme. Je t'ai transformé en son conte moralisateur, l'homme faible qui a volé parce qu'il n'était pas assez fort pour réussir légitimement. Et elle a appris la leçon que j'avais voulu. Sois forte. Sois impitoyable. Ne laisse jamais le sentimentalisme entraver la victoire. J'ai créé un monstre, Thomas. Pas Victoria. Elle est encore capable d'être la personne qu'elle aurait dû être. Mais la version d'elle que j'ai façonnée, moulée, entraînée à suivre mes pas, cette version est un monstre. Et c'est de ma faute. Donc ce testament n'est pas de la générosité. C'est une pénitence. C'est une stratégie. C'est ma dernière tentative d'être la mère que Victoria méritait, même si elle me détestera pour ça. L'argent que je te laisse, je sais que tu n'en veux pas. Je sais que tu en donneras probablement la majeure partie. C'est bien. C'est attendu.
Mais je te laisse aussi Brennan Technologies. Et là, je te demande quelque chose. Ne laisse pas l'entreprise mourir. Ne la vends pas en morceaux ou ne la ferme pas. Elle emploie 3000 personnes. Elle fournit des soins de santé, des retraites, des opportunités. Ces gens sont innocents de mes crimes et des tiens. Ils méritent mieux que d'être les victimes de notre guerre avec nous-mêmes. Mais aussi, ne la laisse pas à Victoria. Pas encore. Pas tant qu'elle ne l'aura pas mérité. Pas tant qu'elle ne comprendra pas ce que signifie réellement le leadership. Dirige-la si tu le peux. Engage quelqu'un pour la diriger si tu ne le peux pas, structure-la comme tu en as besoin. Mais s'il te plaît, Thomas, fais en quelque chose qui vaille la peine d'être hérité. Fais en un endroit où l'intégrité compte, où les gens comptent, où le succès se mesure par plus que les marges bénéficiaires. Fais en ce qu'elle aurait dû être depuis le début. Si Victoria devient un jour la personne qu'elle devrait être, la personne que j'aurais dû élever, alors donne-la lui. Mais seulement alors. C'est tout ce que je demande. J'ai également inclus des documents sur mes crimes, des relevés bancaires originaux, des emails, des mémos, tout ce qui prouve ce que j'ai fait. Donne-les aux autorités si tu le veux. Lave officiellement ton nom. Tu as mérité ce droit. Ou garde-les privés et laisse la vérité exister dans le testament. C'est ton choix. Je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, Thomas. Je ne sais pas si je serai jugé pour ce que j'ai fait. Mais s'il y en a une, et si je le suis, j'espère que celui qui jugera prendra en compte que j'aimais notre fille. Je l'aimais tellement que j'étais prête à détruire un homme bon pour la protéger. Cet amour était égoïste. Cet amour était de la lâcheté. Cet amour a causé un tort irréparable. Mais c'était de l'amour. Je suis désolé. Ces mots sont inadéquats. Je le sais. Désolé ne peut pas te rendre 12 ans. Désolé ne peut pas restaurer ta réputation. Désolé ne peut pas reconstruire ta relation avec Victoria. Désolé n'est qu'un mot, mais c'est tout ce qu'il me reste à te donner, avec de l'argent dont tu ne veux pas et une entreprise que tu n'as jamais demandé. Utilise-les mieux que moi. Margaret. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai remise dans l'enveloppe. Mes mains ne tremblaient pas. Mes yeux n'étaient pas humides. Je me sentais étrangement calme, comme si j'avais enfin atteint la fin d'un très long voyage pour ne trouver que du vide. Margaret était morte. La vérité était sortie. Victoria savait ce que j'avais fait, ce que sa mère avait fait, et j'étais soudainement, absurdement, incroyablement riche. Rien de tout cela ne semblait réel. Je me suis levé, j'ai pris l'enveloppe et je me suis dirigé vers la fenêtre. Le soleil était maintenant complètement couché, et les lumières de Toronto commençaient à briller comme des étoiles éparpillées sur le sol. Quelque part dans cette ville se trouvait la fille que j'avais autrefois poussée sur les balançoires, la fille pour qui j'étais allé en prison. L'étrangère qui était sortie de cette pièce il y a 1 heure, son monde entier brisé. J'aurais dû ressentir du triomphe. J'aurais dû me sentir vengé. J'aurais dû ressentir autre chose que cette immense fatigue vide. Mais je me sentais juste fatigué. La semaine suivante passa dans un tourbillon de paperasse, d'avocats et de comptables. Madame Hulbrook était efficace, en 5 jours, j'avais accès à des comptes contenant plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. En 7 jours, j'avais une participation majoritaire dans Brennan Technologies et une réunion du conseil d'administration prévue pour me présenter comme le nouveau propriétaire. Victoria ne m'a pas contacté. Je ne l'ai pas contacté. Nous tournions l'un autour de l'autre comme des étoiles binaires. Trop d'histoires pour entrer en collision, trop de gravité pour s'échapper. Jeudi, j'ai rencontré l'équipe de direction de Brennan Technologies. Ils étaient polis, professionnels et clairement terrifiés. L'ex-directeur financier déshonoré venait de devenir leur patron. L'homme qui était censé avoir détourné de l'argent de l'entreprise la possédait maintenant. Peu importe que le testament de Margaret ait lavé mon nom. Les gens croient ce qu'ils veulent croire, et ils voulaient croire le récit qu'on leur avait raconté 12 ans plus tôt. Je ne suis pas ici pour diriger cette entreprise, leur ai-je dit dans la salle de conférence qui avait autrefois été le domaine de Margaret. Je n'ai ni les compétences ni le désir. Mais je suis ici pour m'assurer qu'elle fonctionne de manière éthique. Madame Hulbrook mettra en place des procédures de surveillance, des audits indépendants chaque trimestre, une formation à l'éthique pour tous les cadres, un système de protection des lanceurs d'alerte qui relève directement du conseil d'administration, que je présiderai. David Chen, l'ancien bras droit de Margaret, s'éclaircit la gorge.
Et pour les opérations quotidiennes? Qui sera le PDG? Vous, dis-je, PDG par intérim, en attente de l'approbation du conseil. Vous faites le travail en tout sauf le nom depuis 5 ans. Officialisez-le. Le soulagement traversa son visage. Et Victoria, qu'en est-il d'elle? Elle a été très virulente quant à la contestation du testament. Elle a essayé d'obtenir le soutien du conseil pour contester votre propriété. Je souris, bien que cela n'atteignît pas mes yeux. Laissez-la essayer. Le testament est solide, et Victoria doit apprendre quelque chose que sa mère ne lui a jamais appris. Qu'est-ce que c'est? Que certaines batailles ne valent pas la peine d'être gagnées. Après la réunion, j'ai traversé le bâtiment. Mon bâtiment maintenant, bien que je puisse à peine assimiler ce fait. Les employés chuchotaient à mon passage. Certains semblaient curieux. Certains semblaient rancuniers. Aucun ne semblait particulièrement heureux de me voir. Je me suis retrouvé au dernier étage, dans ce qui avait été le bureau de Margaret. Il avait été vidé. Pas d'effet personnel, pas de photos, aucune trace de sa présence sauf la faible odeur de son parfum qui s'accrochait encore au rideau. Le bureau avait des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Je me suis tenu là où Margaret avait dû se tenir des milliers de fois, regardant son royaume. Avait-elle jamais regretté ce qu'elle avait fait, ou s'était-elle convaincue que c'était justifié, nécessaire, le prix du succès? Mon téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. On peut parler? Je le fixai pendant un long moment. 2 mots et une initiale. Ma fille me contactant après 12 ans de silence. Demandant quelque chose qu'elle n'avait jamais eu à demander auparavant. Mon temps, mon attention, ma volonté de l'écouter. Je pouvais l'ignorer. Laisser mariner dans sa propre confusion et sa colère. Lui faire ressentir une fraction de ce que j'avais ressenti. Assis dans cette cellule de prison, sachant que ma fille pensait que j'étais un criminel. Mais la vengeance n'avait jamais été mon style. Et d'ailleurs, j'étais fatigué de porter la colère. Fatigué de porter quoi que ce soit. Je répondis, samedi, 10h. Van sur Queen Street. Sa réponse arriva immédiatement. J'y serai. Samedi arriva, froid et lumineux. Un de ces jours d'automne où le soleil brille mais ne fournit aucune chaleur. Je suis arrivé au café en avance, j'ai commandé un café noir et pris une place près de la fenêtre. L'endroit était bondé de monde le week-end, des étudiants avec des ordinateurs portables, des couples partageant des pâtisseries, des familles essayant de contenir des enfants énergiques. Victoria arriva exactement à 10h, ponctuelle comme toujours. Elle avait l'air différente, plus petite en quelque sorte, moins soignée. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval, et elle portait un jean et un pull au lieu de ses tailleurs habituels. Elle m'aperçut, hésita, puis s'approcha avec les pas prudents de quelqu'un naviguant sur un champ de mine. « Salut, dit-elle. »« Salut. Je peux m'asseoir ?» Je lui fis signe de prendre la chaise en face de moi. Elle s'assit, commanda un latte au serveur qui passait, puis croisa les mains sur la table dans un geste qui me rappelait douloureusement moi-même. Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés. J'ai essayé de trouver des traces de la petite fille que j'avais connue dans le visage de cette femme. Elle était là, cachée sous des couches de temps, d'expérience et de douleur. Mais elle était là. Je ne sais pas par où commencer, dit finalement Victoria. Le début fonctionne généralement. Elle sourit légèrement à cela. Un fantôme de l'humour facile que nous avions partagé autrefois. Quel début? Il semble y avoir plusieurs versions, et je ne sais plus laquelle est la vraie. La vraie, dis-je. C'est toujours le meilleur point de départ. Elle prit une profonde inspiration. Je me souviens de toi comme du meilleur père du monde. Tu venais à tous mes matchs de foot. Tu m'as aidé à construire ce volcan pour la foire scientifique. Tu m'as appris à faire du vélo et tu m'as dit que c'était normal d'avoir peur, mais que je devais essayer quand même. Tu me donnais l'impression que je pouvais tout faire. Tu le pouvais. Tu l'as fait. Puis soudain, tu étais un criminel. Maman a dit que tu volais l'entreprise depuis des années. Elle a dit que tu nous avais trahis. Trahi tout le monde. Elle m'a montré les relevés bancaires, les virements, les preuves. Elle a dit que tu avais avoué. Je ne voulais pas le croire, mais il y avait des preuves. Tes aveux, ton plaidoyer de culpabilité, la prison. Je me souviens. J'étais si en colère,
si confuse. Comment pouvais-tu tout jeter pour de l'argent? Nous avions de l'argent. Nous avions du succès. De quoi avais-tu besoin de plus? Pensais-je. Elle s'arrêta, déglutit difficilement. Je pensais que tu aimais l'argent plus que tu nous aimais. Le serveur apporta son latte. Elle enroula ses mains autour, mais ne but pas, puis, maman est morte, continua-t-elle. Et ce testament, cette lettre. Et soudain, tout ce que je pensais savoir était un mensonge. Tu n'as rien volé. Tu as tout sacrifié pour moi, pour protéger ma carrière, mon avenir. Et j'ai passé 12 ans à te détester pour ça. Tu ne savais pas, dis-je doucement. Ta mère s'est assurée que tu ne saches pas, mais j'aurais dû. J'aurais dû remettre en question. J'aurais dû me demander. J'aurais dû. Sa voix se brisa. Tu étais mon père. J'aurais dû croire en toi. Tu avais 28 ans. Ta mère était ton héroïne, ta patronne, ton mentor. Elle t'a dit que j'étais coupable. T'a montré des preuves. Qu'aurais-tu pu croire d'autre? La vérité? Elle leva les yeux vers moi, les yeux brillants de larmes. J'aurais dû croire la vérité. La vérité était cachée. Ta mère s'en est assurée. Je la déteste pour ça. Les mots sortirent féroces, en colère. Je déteste qu'elle m'ait menti. Je déteste qu'elle t'ait laissé souffrir. Je déteste qu'elle ait bâti son empire sur ton sacrifice et ne me l'ait jamais dit. Je déteste qu'elle soit morte pour que je ne puisse pas lui crier dessus. Elle était mourante quand elle a écrit ce testament, dis-je. Elle a eu des mois pour reconsidérer, pour le changer, pour garder ses secrets. Elle a choisi de dire la vérité. Cela a demandé du courage. Trop peu, trop tard, peut-être, mais c'est plus que ce que beaucoup de gens parviennent à faire. Victoria essuya ses yeux avec le dos de sa main, un geste si jeune que ça faisait mal à voir. J'ai essayé de contester le testament. Tu le savais? David l'a mentionné. J'ai engagé 3 avocats différents. Ils m'ont tous dit la même chose. C'est bétonné. Maman s'en est assurée. Donc, je ne peux même pas me battre. Je ne peux même pas prétendre avoir une chance. C'est juste fini. Le poste de PDG pour lequel j'ai travaillé 12 ans, parti. L'héritage que j'attendais, parti. La mère que je pensais connaître n'a jamais existé. Le père que j'ai détesté pendant des années, innocent. Toute ma vie construite sur des mensonges. Elle rit, mais un rire amer. 25 €. C'est ce que je vaux. 1 euro pour chaque année où j'ai travaillé dans une entreprise que ma mère a bâtie sur la fraude et le sacrifice de mon père. C'est presque poétique. Elle voulait que tu recommences à zéro, dis-je. Que tu apprennes ce que signifie gagner quelque chose plutôt que d'en hériter. Elle voulait me punir. Peut-être. Ou peut-être qu'elle voulait te sauver. Victoria me regarda alors, vraiment, son expression brute et interrogatrice. Que veux-tu, papa? Tu as l'argent, l'entreprise, tout. Tu pourrais me détruire complètement. Tu pourrais t'assurer que je ne travaille plus jamais dans la tech. Tu pourrais dire à tout le monde ce que maman a fait, ce que je ne savais pas. Tu pourrais. Je ne veux pas de vengeance, Victoria. Alors quoi? Que veux-tu? C'était une bonne question. Que voulais-je? Pendant 12 ans, je n'avais rien voulu. Je m'étais entraîné à ne rien vouloir. J'avais appris à vivre modestement, à avoir peu de besoins, à attendre moins. Et maintenant, j'avais tout et je ne savais toujours pas ce que je voulais. Je veux que tu ailles bien, dis-je finalement. Je veux que tu apprennes ce que ta mère n'a jamais appris. Que l'intégrité compte plus que le succès. Que qui tu es compte plus que ce que tu possèdes. Que certains prix sont trop élevés, peu importe ce que tu achètes. Comment suis-je censé faire ça? J'ai 40 ans. Je ne sais pas être quelqu'un d'autre que celle que maman a fait de moi. Alors apprends. Recommence à zéro. Découvre qui est Victoria Brennan quand elle n'est pas la fille de Margaret Brennan ou la victime de Thomas Brennan ou la PDG de Brennan Technologies. Juste Victoria, juste toi. Je ne sais pas comment. Moi non plus, dis-je. Il y a 12 ans, j'étais un criminel condamné sans emploi, sans argent, sans perspective. J'ai dû comprendre comment redevenir humain à partir de zéro. Ce n'était pas facile. Certains jours, ce n'était même pas possible.
Mais je l'ai fait. Comment? En acceptant que l'ancienne vie était partie, que je ne pouvais pas la récupérer et que je ne devais pas le vouloir. En trouvant de la valeur dans les petites choses. La gratitude de Madame Chen quand je lui ai fait économiser 40 € sur ses impôts. L'invitation des Patel au mariage de leur fille. Marcus m'envoyant une photo de sa remise de diplôme de l'UBC. De petites choses, des choses honnêtes, des choses réelles. Victoria pleurait maintenant, sans essayer de le cacher. Je ne sais pas si je peux faire ça. Tu le peux. Tu es plus forte que tu ne le penses. Non, vraiment pas, tu es venue ici aujourd'hui, fis-je remarquer. Cela a demandé de la force. Elle sourit à travers ses larmes. Ou du désespoir. Parfois, c'est la même chose. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, regardant les gens passer dans la rue, un jeune couple se tenant la main, un vieil homme nourrissant des pigeons malgré le panneau d'interdiction, un enfant poursuivant un ballon qui lui avait échappé. « Que feras-tu de l'entreprise » demanda finalement Victoria. La maintenir en activité. La rendre éthique. Essayer d'en faire quelque chose qui vaille la peine d'être hérité. Et après? Te la rendre? Peut-être. Si tu la mérites. Si tu deviens quelqu'un qui pourrait la diriger avec intégrité au lieu de simple ambition. Elle hocha lentement la tête. C'est juste. Ta mère t'a laissé 25 €, dis-je. Mais je t'offre un emploi. Assistante administrative débutante au département de conformité éthique. Salaire minimum. Pas de traitement de faveur. Pas de voie rapide vers la direction. Juste du travail. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent. Tu m'offres un emploi. Si tu le veux. Si tu es prête à commencer en bas de l'échelle et à gravir les échelons. Si tu peux supporter de recevoir des ordres de personnes qui te rendaient des comptes. Si tu peux apprendre à valoriser le travail plus que le titre. C'est humiliant. Oui. Tout le monde le saura. Tout le monde rira. Probablement. Pourquoi me ferais-tu ça? Je ne te le fais pas. Je t'offre une chance de le faire pour toi-même. Le testament de ta mère t'a enlevé la vie que tu pensais avoir. C'est une opportunité d'en construire une meilleure. Mais seulement si tu le veux. Je ne te forcerai pas. Je ne te mettrai pas la pression. L'offre est ouverte. Prends-la ou non. Elle regarda son latte, la mousse tourbillonnant en motif à la surface. Je dois y réfléchir. Prends tout le temps dont tu as besoin. Elle se leva, prit son manteau et son sac à main, puis s'arrêta. Papa. Oui. Je suis désolé de ne pas avoir cru en toi, pour les années que nous avons perdues, pour tout. Je me levai aussi, lui fis face de l'autre côté de la petite table du café. Je suis désolé aussi, pour le fardeau que tu as porté, pour les mensonges qu'on t'a racontés, de ne pas avoir été là pour t'aider à devenir qui tu aurais dû être. Pouvons-nous? Elle hésita. Pouvons-nous essayer à nouveau? Pas reprendre là où nous nous sommes arrêtés. C'est impossible. Mais repartir à zéro. Apprendre qui nous sommes maintenant. J'ai réfléchi à cela. À la possibilité du pardon, à la reconstruction de la confiance, à savoir si 12 ans de silence pouvaient être comblés par l'intention et l'effort. Nous pouvons essayer, dis-je. Elle sourit, un vrai sourire cette fois, petit mais sincère. C'est assez. Essayer, c'est assez. Elle est partie alors, disparaissant dans la foule du samedi. Je me suis rassis, j'ai fini mon café et j'ai regardé la ville bouger autour de moi. Toronto, l'endroit que j'avais fui, effrayé d'affronter ce que j'avais perdu. L'endroit où j'étais revenu et où j'avais trouvé cette perte transformée en quelque chose d'étrange et d'inattendu. J'ai pensé à la lettre de Margaret pliée dans mon portefeuille, à sa confession, sa pénitence, et son espoir que j'utiliserais son argent mieux qu'elle ne l'avait fait. À l'entreprise qu'elle avait bâtie sur la fraude et le sacrifice, maintenant à moi de la remodeler ou de la détruire. J'ai pensé à Victoria marchant dans les rues de Toronto, essayant de comprendre qui elle était alors que tout ce qu'elle avait cru s'avérait faux. À l'offre d'emploi que je lui avais faite, l'opportunité de devenir quelqu'un de nouveau. Et j'ai pensé à moi. Thomas Brennan, 63 ans, ancien directeur financier, criminel condamné, préparateur de déclaration de revenus pour petites entreprises, et maintenant, absurdement, incroyablement, propriétaire d'un empire de 185 millions d'euros. Que allais-je en faire? La réponse est venue lentement, comme une aube naissante.
Je ferai ce que Margaret avait demandé. Maintenir l'entreprise en activité, la rendre éthique, en faire quelque chose qui vaille la peine d'être hérité. Mais je ferai aussi plus que cela. J'utiliserai l'argent pour créer des secondes chances, des bourses pour les personnes ayant un casier judiciaire, des formations professionnelles pour ceux qui réintègrent la société après la prison, des programmes de réhabilitation, une aide juridique pour ceux qui ne peuvent pas se payer un avocat de la défense. Toutes les choses que j'aurais souhaité exister il y a 12 ans lorsque j'avais été libéré de prison avec rien d'autre qu'un casier et une réputation. Je transformerai Brennan Technologies en un terrain d'essai pour Victoria. Pas un cadeau, mais une opportunité. Un endroit où elle pourrait apprendre à diriger avec intégrité si elle le choisissait. Un endroit où elle pourrait mériter ce qui lui avait été enlevé si elle était prête à travailler pour cela. Et je garderai mon appartement à Vancouver, ma vie simple, mon petit cabinet comptable. Parce que ces choses étaient réelles d'une manière que la richesse ne pourrait jamais l'être. Elles étaient méritées, choisies, vécues. Elles étaient miennes d'une manière que l'argent hérité ne le serait jamais. Le chèque que j'écrirais à Victoria pour son premier salaire vaudrait plus que n'importe quel héritage. Ce serait le premier euro qu'elle aurait vraiment gagné, libre de l'ombre de sa mère et du sacrifice de son père. Et peut-être qu'un jour, elle le comprendrait. Ou peut-être pas. Peut-être qu'elle rejetterait l'emploi, l'opportunité, la chance de recommencer. Ça ferait mal, mais ce serait son choix, sa vie à vivre, ses erreurs à faire, son chemin à parcourir. Je ne pouvais pas la sauver d'elle-même, pas plus que Margaret ne pouvait me sauver de mes choix, ou que je ne pouvais sauver Margaret des siens. Nous devons tous suivre nos propres routes, prendre nos propres décisions, vivre avec nos propres conséquences. Mais je pouvais lui offrir une carte, un point de départ, un premier pas. Le reste dépendrait d'elle. Je me suis levé, j'ai laissé de l'argent sur la table pour le café et un pourboire généreux, et je suis sorti sous le soleil d'automne. L'air était froid mais pur, vif sur mon visage. Toronto sentait les gaz d'échappement, les marrons grillés et la possibilité. J'avais un vol pour Vancouver ce soir-là. Madame Chen avait besoin que je finisse ses impôts. Les Patel voulaient des conseils sur la constitution de leur entreprise en société. Marcus envisageait d'acheter une voiture et voulait de l'aide pour comprendre les conditions du prêt. De petites choses, des choses honnêtes, des choses réelles. Mais d'abord, j'avais un dernier arrêt à faire. Le cimetière Mount Pleasant était calme le samedi après-midi. Juste le vent, le trafic lointain et le son doux de mes pas sur le chemin. J'ai trouvé facilement la tombe de Margaret. De la terre fraîche, des fleurs fraîches, une simple pierre tombale en granit avec son nom et ses dates, et l'inscription « Elle a bâti des empires, mais a oublié de se construire elle-même ». Je suis resté là longtemps, les mains dans les poches, regardant cette pierre. Tant de choses que j'aurais pu dire, tant d'accusations, de regrets, de « et si », mais tout cela semblait petit et inutile maintenant, dit à quelqu'un qui ne pouvait plus les entendre. Je prendrai soin de l'entreprise, dis-je finalement, ma voix calme dans le cimetière vide. Et je prendrai soin de Victoria si elle me le permet. C'est tout ce que je peux promettre. Le vent bruissait dans les arbres, transportant l'odeur des feuilles d'automne et d'une pluie lointaine. J'ai attendu comme si Margaret pouvait répondre, comme si l'univers pouvait me donner un signe que je faisais la bonne chose. Mais il n'y avait que le silence, et peut-être que c'était une réponse suffisante. Je me suis retourné et j'ai marché vers les portes du cimetière, vers le taxi qui m'emmènerait à l'aéroport, vers le petit appartement à Vancouver où ma vie attendait, petite, honnête et réelle. Derrière moi, la tombe de Margaret se tenait silencieuse sous le soleil d'automne, gardant des secrets qui n'avaient plus d'importance, des vérités qui avaient enfin été dites, et un héritage que je passerai le reste de ma vie à essayer de racheter. Pas pour elle, ni même pour Victoria, mais pour moi-même. Parce qu'à la fin de tout, après la trahison et le sacrifice, après la prison et le silence, après l'argent et la révélation, ce qui comptait n'était pas ce que vous possédiez ou ce que vous aviez perdu ou qui vous avait fait du tort. Ce qui comptait, c'était qui vous choisissiez d'être quand tous les mensonges tombaient et que vous vous teniez seul avec rien d'autre que votre propre conscience et le choix de ce qu'il fallait faire ensuite. J'ai choisi l'intégrité. J'ai choisi les secondes chances. J'ai choisi de croire que les gens pouvaient changer, que Victoria pouvait devenir quelqu'un que Margaret n'a jamais été, que je pouvais utiliser la richesse pour créer plus que ce que Margaret n'a jamais eu. Peut-être étais-je naïf. Peut-être étais-je stupide. Peut-être que 12 ans à vivre modestement m'avaient rendu tendre, incapable de comprendre le monde impitoyable dans lequel je remettais les pieds. Mais j'avais passé 12 ans à réapprendre à être humain,
à trouver de la valeur dans la simplicité, un sens dans l'honnêteté, la paix en lâchant la colère. Je n'allais pas oublier ces leçons maintenant. Le chauffeur de taxi m'a demandé où j'allais. Je lui ai donné l'adresse de l'aéroport, puis je me suis installé sur le siège arrière et j'ai regardé Toronto disparaître derrière moi. Les tours de verre, la circulation, les rues animées où les gens se croisaient sans lever les yeux. Mon téléphone vibra. Un texto de Victoria. J'ai réfléchi à cette offre d'emploi. Je peux avoir le week-end pour décider. Je répondis, prends tout le temps dont tu as besoin. L'offre n'expire pas, 3 points apparurent, montrant qu'elle écrivait. Ils disparurent. Apparurent à nouveau, disparurent. Finalement, un message arriva. Merci pour tout. Pour le sacrifice, pour la chance, pour ta volonté d'essayer. Je ne mérite rien de tout ça. Aucun de nous ne mérite quoi que ce soit, répondis-je. Nous recevons juste ce que nous recevons et essayons d'en faire quelque chose de valable. Les points apparurent une fois de plus. Alors je t'appellerai lundi. Tu répondras. J'ai rangé mon téléphone et j'ai regardé les banlieues céder la place aux terres agricoles. Puis l'étalement autour de l'aéroport. Dans quelques heures, je serai de retour à Vancouver, dans mon petit appartement avec la pluie sur les fenêtres et le radiateur qui craque. De retour aux impôts de Madame Chen, aux questions commerciales des Patel et aux préoccupations de prêt automobile de Marcus. De retour à ma vraie vie. Mais maintenant, cette vie venait avec un ajout, une responsabilité de 185 millions d'euros, une entreprise à remodeler et une fille à aider à se reconstruire. Ce n'était pas la fin à laquelle je m'attendais lorsque Patricia Ulbrook m'a appelé au sujet de la mort de Margaret. Ce n'était pas la fin que j'aurais choisie, si quelqu'un me l'avait demandé. Mais c'était la mienne, mon histoire, mon choix, et peut-être que c'était suffisant. L'avion décolla dans un ciel devenant rose et or avec le coucher du soleil, me transportant vers l'ouest, vers la maison et vers ce qui allait suivre. En bas, Toronto rétrécit jusqu'à la taille d'un jouet, puis à rien, juste une autre ville parmi tant d'autres, gardant ses secrets, ses histoires et la vie de millions de personnes essayant de comprendre qui elles étaient, ce qu'elles voulaient, et si la rédemption était possible après que tout se soit effondré. J'espérais que oui, pour Victoria, pour moi, pour nous tous qui portions le poids de nos erreurs, de nos regrets et de nos choix. Parce que s'il y avait une chose que j'avais apprise en 12 ans d'exil, de sacrifice et de recommencement, c'était ceci, l'histoire n'est pas terminée tant que vous n'arrêtez pas d'essayer, tant que vous n'abandonnez pas, tant que vous ne laissez pas les erreurs, les trahisons et les pertes vous définir au lieu de vous affiner. L'histoire de Margaret était terminée, mais la mienne était encore en cours d'écriture, et celle de Victoria, et celle de tous ceux qui avaient encore un souffle, un choix et le courage d'essayer une fois de plus. C'était le véritable héritage que Margaret avait laissé. Pas l'argent ou l'entreprise, mais le rappel qu'il n'est jamais trop tard pour dire la vérité, jamais trop tard pour faire amende honorable, jamais trop tard pour devenir qui vous auriez dû être depuis le début. Même si cela demande de mourir pour trouver le courage. Même si cela demande de tout perdre pour comprendre ce qui compte. Même si cela demande 12 ans et une confession à 185 millions d'euros pour enfin, remettre les choses en ordre. L'avion monta plus haut, poursuivant le soleil vers les montagnes, l'océan et le petit appartement où ma vie simple et honnête m'attendait pour que je revienne et que je trouve comment réconcilier qui j'avais été avec qui j'étais devenu, avec qui je devrais maintenant être. Ce ne serait pas facile. Mais encore une fois, les choses qui en valent la peine ne le sont jamais.